moi, je n'ai pas eu la qualité de publier quoi que ce soit. Voilà. Mais en tout cas, notre groupe de travail, je le présente rapidement et puis Sabrina le complétera. C'est un groupe de travail sur le 8 mai 1945 et moi, j'aime à dire pour l'autre 8 mai 1945. À l'heure où le 8 mai, nous commémorons chaque année en France une date importante, c'est aussi une date symbolique importante en Algérie et pour les Algériens, mais c'est une date beaucoup plus funèbre. L'objectif de ce groupe de travail, c'est aussi de restaurer une vérité, une réalité qui nous semble importante pour aussi cicatriser les mémoires. Alors moi, je vous dis d'où je parle. Je suis députée de Seine-Saint-Denis. Je suis franco-algérienne, donc née en France, mais de parents algériens, de parents issus des territoires pas très loin de Harata, puisque je suis kabyle, donc je suis de Béjaïa. Et cet autre 8 mai 45, j'en ai entendu parler toute ma vie. Sauf que j'en ai entendu parler que d'un seul son de cloche, c'est-à-dire du son de cloche de ma famille algérienne. La France n'en parle pas, c'est un sujet tabou, c'est un sujet pour l'instant plutôt interdit. Et nous, l'objectif du groupe de travail, c'est enfin de restaurer une vérité. Et puis d'entendre aussi les historiens d'aller en Algérie si on le peut. Mais là, ça va être un autre sujet. Je suis présidente d'une commission à l'Assemblée nationale. Je suis présidente de la commission éducation et des affaires culturelles. Malheureusement, mon temps est compté, donc à 14h20, je vais devoir vous quitter, mais la discussion va bien sûr continuer avec les autres députés. Dans le groupe de travail, pour l'instant, c'est un groupe transpartisan de gauche et uniquement avec des députés de gauche, et c'était le cas déjà à la précédente législature. Ça n'est pas un choix de notre part. On a pris tous les députés qui voulaient venir travailler avec nous. Euh, voilà, donc pour l'instant, on est dans un groupe transpartisan, totalement transpartisan avec les quatre partis de gauche. Mais ce groupe est ouvert, bien sûr, aux autres députés. Ce qui est intéressant aussi, puis je finirai là-dessus, pour moi, et puis je vous laisserai bien sûr vous présenter. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que il y a vraiment une histoire compliquée entre la France et l'Algérie au point où quand on va voir n'importe quel député de n'importe quel groupe politique, il a un attachement avec l'Algérie, il a une histoire avec l'Algérie, de près, de loin. Moi, je sais que quand le groupe d'amitié, on dit ben, on va partir en Algérie, tous mes collègues ont envie de venir, même ceux qui ne font pas partie du groupe d'amitié. Donc chacun a une histoire avec l'Algérie qui parfois est proche et parfois est très éloignée. Mais c'est quelque chose de très particulier. J'ai été dans d'autres groupes d'amitié, notamment par exemple le Canada, le Québec plus exactement. Et là, tout le monde n'a pas envie de venir au Québec. Et l'Algérie, n'importe quelle saison, on a tout essayé, même l'été indien. Donc ça peut être aussi intéressant et ça peut être une piste de travail sur le travail mémoriel. Oui. Alors, bonjour à tous les deux, à vous trois, bienvenue. Donc, Sabrina Sebaï, moi je suis députée sur les Hauts-de-Seine, notamment sur Nanterre et sur Rennes. Donc, ça vous permettra aussi de savoir un peu d'où je parle également. Donc, ce groupe de travail, ça a été rappelé, donc il est transpartisan plutôt à gauche. Il y avait une volonté d'avancer sur les questions mémorielles. Moi, j'avais déjà, avant la dissolution, avancé sur le 17 octobre 1961, puisque une grande partie des manifestants étaient partis des bidonvilles de Nanterre, justement. Il y a des associations qui sont très actives sur le sujet, et donc on avait fait passer une résolution sur la reconnaissance du massacre et la condamnation du massacre des Algériens du 17 octobre 61. On n'est pas allé encore jusqu'au bout du travail, puisqu'il y a encore la notion de crime d'État, et puis surtout le fait qu'on ait une journée de commémoration officielle. Le président de la République n'a toujours pas pris le décret suite à la résolution qui a été votée. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est qu'on travaille dans un climat qui est extrêmement difficile entre la France et l'Algérie. On l'a vu qui s'est totalement dégradé d'ailleurs depuis les annonces, notamment en lien avec le Sahara occidental, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi d'autres éléments qui viennent s'ajouter à tout cela. Et on n'a plus d'ambassadeur, par exemple, d'Algérie à Paris. On a des relations qui sont gelées aujourd'hui et qui rendent les choses extrêmement compliquées. D'ailleurs, le groupe de travail des historiens des deux côtés de la Méditerranée qui était censé travailler à partir de l'ouverture des archives a été mis en arrêt. Enfin voilà, aujourd'hui, il ne travaille plus.
Donc tout ça est très compliqué. On a effectivement sur tous les bancs de l'Assemblée, je pense, un rapport à l'Algérie de près ou de loin, qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs, parce que on a toute une partie, sont plutôt sur une nostalgie de l'Algérie française, descendant de l'OAS. Donc on a aussi toute une partie des bancs de l'Assemblée qui ressemble à cela. Et puis de l'autre côté, on a des attaches qui sont très différentes en réalité, ce qui explique aussi le côté très passionnel qu'on peut avoir à chaque fois qu'on aborde la question algérienne au sein de l'hémicycle. C'est toujours extrêmement difficile. Donc, néanmoins, moi, j'élargis un peu parce que ce matin, on évoquait la question du Sénégal. Je pense qu'il y a quand même une vraie question sur l'histoire coloniale en tant que telle et le rapport de la France à ses anciennes colonies aussi. Moi, c'est une mission que j'ai proposée à la Commission des Affaires étrangères. Je ne sais pas si on pourra la voir, mais ça sera intéressant. Ce sera une mission de travail de 6 mois sur ce sujet spécifiquement, parce que je pense qu'il y a de vrais enjeux aujourd'hui, y compris d'ailleurs pour la France du point de vue de ses relations avec certains pays en Afrique, où il y a un rejet anti-France qui s'exprime aujourd'hui dans plusieurs pays qui se tourne d'ailleurs vers d'autres partenaires politiques et, sur lesquels on devrait s'interroger. Donc voilà, il y a tout ça qui est mis bout à bout et la volonté d'avancer sur ce 8 mai 45, sur cet autre 8 mai 45. Et pour ma part, moi aussi, je suis franco-algérienne et mes parents sont tous les deux nés à Sétif. Donc ma famille a connu les événements de Sétif, mais moi, contrairement à Fatia, en fait, c'était un sujet totalement tabou puisque dans ma famille, on n'en a jamais parlé. J'ai connu cette date de l'autre mai 45 très tardivement, parce que c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école non plus. Donc je l'ai découvert vraiment très tard et pour la première fois, j'ai pu aller assister à la commémo en 2016. Donc c'est vous dire à quel point on a pris très très tard connaissance de toute cette partie de l'histoire de France. Donc voilà, très heureuse de vous accueillir et de vous entendre. Pensez, hein. Euh, Écoutez, d'une part, un grand merci pour cette invitation et pour ce début de dialogue. Si vous souhaitez-vous que je fasse un résumé, même si tout le monde bien sûr est informé, rapide de la situation des événements. Bon, donc je commence avec votre accord. Euh, alors, la première chose qu'il faut peut-être préciser, c'est qui étaient les acteurs. Alors, les acteurs du côté français, c'est bien simple, c'est le gouvernement provisoire de la République française qui est issu de la résistance, qui est dirigé par le général de Gaulle et qui ne compte dans ses rangs que des résistants, dont certains éminents, par exemple Georges Bidault, qui a, qui a eu une évolution vers l'extrême droite par la suite, mais qui est le successeur de Jean Moulin à la tête du CNR. Et donc, ce gouvernement qui a lutté pendant, ces hommes qui ont lutté pendant 5 ans pour la libération nationale de la France, n'ont pas dans leur univers mental, c'est pas seulement un choix politique, n'ont pas dans leur univers mental l'imagination que des pays colonisés pouvaient également avoir des aspirations nationales. Euh, un rapide survol de la période, euh, malheureusement inauguré par Thiaroye décembre 44, les massacres de Constantinois, parce que du printemps 45, parce que c'est pas le 8 mai, c'est le printemps, le bombardement de Haiphong en novembre 46 et les massacres de Madagascar de mars 47. Donc tout ça, à l'échelle historique, c'est vraiment une période très, très courte. Alors, du côté algérien, il y a deux grandes branches. La première, c'est le Parti du peuple algérien dirigé et fondé par Messali Hadj, qui a comme couverture légale le MTLD, pour le triomphe des libertés démocratiques, et par ailleurs les Amis du Manifeste de Ferhat Abbas, alors le premier, le PPA, est ouvertement indépendantiste depuis pratiquement sa création, depuis l'étoile nord-africaine de 1926, et donc lutte pour cela, c'est d'ailleurs pour cela qu'il est persécuté. Par contre, le Ferhat Abbas et les Amis du Manifeste sont plutôt, on peut dire, ont la volonté d'adhérer à un projet plutôt fédéral. Alors, les événements eux-mêmes, ils font toujours partir très très rapidement de l'antériorité. Euh, il faut savoir que le 23 avril 1945, Messa Hadj a été arrêté et déporté à Brazzaville. C'est sa énième arrestation, mais et dans un premier temps, d'ailleurs, la population ne sait pas où il est, donc ça peut laisser courir les bruits selon lesquels il aurait été éventuellement évincé, enfin assassiné même. Et donc voilà ce qui est déjà un premier ingrédient de la colère algérienne. Euh, le 1er mai 1945, c'est une chose qui n'est pas suffisamment dite, il y a déjà des morts.
il y a 2 morts à Oran et un mort à Alger, ou le contraire, peut-être, il faut que je vérifie, 2 à Alger et un à Oran, euh, tout simplement parce que les manifestants algériens ont voulu se mêler à la première manifestation légale après la libération, donc le 1er mai 45, et ils ont voulu arborer le drapeau du PPA, qui n'est pas le drapeau algérien, mais qui est le même que celui d'aujourd'hui. Je ne vous apprends rien. Euh, donc, le 7 mai, à l'annonce de la reddition nazie, il y a dans la foule européenne des cris de Vive de Gaulle et dans la foule algérienne des cris de Vive Messali. Donc déjà, il y a une extrême tension. Et puis, ben, voilà, on en arrive directement au 8 mai 1945. Le cortège s'ébranle dans la rue principale de Sétif. J'ai eu la chance de sillonner les rues de Sétif le 8 mai 2005 pour le 60e anniversaire. Il y avait un colloque franco-algérien. Et donc, c'est très, évidemment très émouvant. Et il y a une plaque là, à l'endroit où Bouzid Saïd Bouzid Sall, pardon, a été assassiné. Donc, tout premier acte, c'est des coups de feu qui partent des balcons des Européens qui longent la rue. Il y a des arcades, d'ailleurs, à la française. Euh, et puis, un commissaire de police va tuer un jeune scout qui est très jeune, que je crois qu'il a 17 ans. Et donc, c'est un moment déjà d'extrême, enfin, d'exacerbation de la tension et exacerbation qui va se manifester par des massacres d'Européens. Les massacres d'Européens sont pour l'essentiel faits par des paysans qui étaient au marché. Il se trouve que ce jour-là était un jour de marché, et non pas par des militants du PPA, d'après ce qu'on peut savoir. Euh, la riposte française est immédiate. Il y a à Sétif une caserne et donc il va y avoir immédiatement une descente des soldats dans les rues de Sétif. Le même jour, à Guelma, il y a une manifestation, mais à ce moment-là, il y a seulement, entre guillemets, des coups de feu tirés en l'air et la foule se disperse en désordre. Donc, la première affirmation que l'on peut avoir, mais bon, ça, tout peut se discuter, c'est qu'il n'y a pas eu de projet d'insurrection générale. Ça, c'est une chose qui est absolument référencée, me semble-t-il, par toute l'historiographie. Il n'y a pas eu de volonté d'insurrection générale. D'abord, le PPR n'en avait pas l'effort, même si des éléments locaux, peut-être, ont envisagé de profiter de cette situation pour marquer des points. Euh, donc, ce qui est tout à fait détestable, c'est que immédiatement après se déclenche ce qu'on a appelé une chasse à l'arabe, même s'il y avait d'ailleurs des Kabyles dans la population tuée. Et donc, il va y avoir une milice qui va être organisée par le préfet de Guelma, qui s'appelait Akiari, ou Achiari, selon les prononciations, qui est d'ailleurs un homme qui a été du parti, de la section locale du Parti socialiste au pétainisme, qui a même été accusé, je pense à raison, d'avoir torturé des résistants algériens pendant la période vichiste. En tout cas, bon, il s'est reconverti dans le gaullisme dès 1945, il est pas le seul. Donc, formation de milices armées. À Guelma, il y a à peu près, j'ai fait le calcul approximatif, il y a à peu près entre 1000 et 1200 hommes adultes et la milice va comporter 800 hommes. Et l'immense majorité, tous ces gens-là sont armés. Il y a ce que j'ai appelé dans un autre livre, la culture de la milice, qui a commencé dès Bugeaud, hein. C'est une chose. Dès ce moment-là, Bugeaud demandait à tous les Européens d'être armés contre le danger arabe. Donc, pendant plusieurs semaines en mai et juin, il va y avoir une véritable chasse à l'arabe et il va y avoir donc cette répression qui va être accentuée d'une façon massive, évidemment, bien sûr, par l'intervention de l'armée, de la troupe et de l'aviation. Citation du commissaire Berger dans un rapport du 30 mai 45. Chaque soir, pendant plusieurs jours, des autres mitrailleuses de la Légion étrangère et les tirailleurs sénégalais circulent dans les rues de la ville et tirent des rafales sur les indigènes qui fuient. La troupe effectue des arrestations massives. Euh, Apparition également, selon le témoignage d'un journaliste qui a eu son temps de célébrité, qui s'appelait Édouard Sablier, apparition de la torture. On a référencé tous ces textes-là, bien sûr, je pourrais vous transmettre toutes les références. Euh,
Effet collatéral, fer à tabac, qu'il était il était de Sétif, hein, vous le savez, il était pharmacien à Sétif. Mais ce jour-là, il était à Alger, il était dans les bureaux du gouverneur général Chataignaut, il a été arrêté, alors qu'il ignorait même ce qui était en train de se passer le jour même. Et il ne sera libéré que le 16 mars 46. Donc, en France, il va y avoir une véritable omerta. La France ne sera pas informée. Je vous rappelle, ou je vous apprends peut-être, qu'à l'époque, la presse, c'est une feuille, c'est un recto verso, hein, une feuille grand format. Il y a des problèmes de papier, bien sûr, donc les informations sur l'outre-mer sont quasi inexistantes. Moi, je l'ai lu sur l'Indochine, par exemple, il n'y a absolument rien qui se passe. La proclamation de l'indépendance par Ho Chi Minh en septembre 45 est absolument inconnu de la presse française et probablement de l'opinion française. Euh, donc l'opinion est non informée. Une information que je viens de découvrir sous la plume de Germaine Tillon, qui est la grande dame que vous connaissez, et qui pourtant connaissait l'Algérie bien avant la Seconde Guerre mondiale. Germaine Tillon a dit que c'est à Guelma, sur place, qu'en décembre 1954, elle a su qu'il y avait eu des massacres au printemps 45. Ça, c'est Germaine Tillon, j'ai le texte à votre disposition. Euh, les réactions, il y en a quand même a posteriori, enfin dans les semaines qui suivent, et ces réactions sont absolument unanimes. Toute la presse, donc y compris la presse de gauche, le Populaire pour le Parti socialiste et l'Humanité pour le Parti communiste, vont exactement dans le sens la version officielle, c'est-à-dire ce sont des Arabes qui ont assassiné des Français et qui ont été un petit peu l'objet de manipulation de la part des réseaux nazis. Je passe sur les détails. Donc voilà, les responsabilités, elles sont, on peut, bon, je ne vais pas m'avancer sur les conclusions qui seront les vôtres, mais on peut à juste titre, à mon avis, parler de crime d'État, puisque le général de Gaulle, le premier, a totalement, non seulement couvert, mais je pense inspiré au nom de l'unité de la Grande France, puisque c'est l'expression de l'époque. Citation de De Gaulle, après je vous en ferai pas d'autres. Charles de Gaulle, télégramme du 11 mai 45, bon, je vous donnerai la référence. Veuillez affirmer publiquement, donc il s'adresse au gouverneur général de l'Algérie, donc Châtaignaut, qui lui aussi est un socialiste. Euh, donc De Gaulle à Châtaignaut, veuillez affirmer publiquement la volonté de la France victorieuse de ne laisser porter aucune atteinte à la souveraineté française sur l'Algérie. Veuillez prendre toutes mesures nécessaires pour réprimer tous agissements anti-français d'une minorité d'agitateurs. Veuillez affirmer que la France garde sa confiance en la masse des Français musulmans d'Algérie. Crime d'État également parce que son ministre de, de l'Intérieur, Adrien Tixier, membre de la SFIO, euh, est également impliqué dans les ordres donnés. Je parlerai, si vous le souhaitez, également du rôle de Charles Tillon. Euh, donc, non pas une conclusion, mais une dernière information, la polémique sur le nombre des morts. Il y a eu des chiffres qui ont été absolument extravagants, qui ont été dits par le mouvement national algérien, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'était dans le feu de l'action et de la protestation. Le chiffre de 45 000 a été avancé, il n'est aujourd'hui plus retenu par aucun historien. Euh, je cherche ce qu'ont dit mes collègues Gilbert Meignet, par exemple. En tout cas l'idée, c'est qu'il y a eu entre 3 et 5 000 morts algériens. Mais ce qui est énorme, j'ajoute, et je pense que notre collègue Jean-Pierre Péroulou, que vous avez sans doute contacté, vous confirmera, et c'est de lui que je tiens cette citation, ce sont essentiellement des civils. Ce sont pratiquement seulement des civils. Donc ce sont des foules de gens armés, oui. Alors évidemment, on peut toujours dire qu'ils étaient armés. Effectivement, les premiers Européens ont été affreusement mutilés, mais ils étaient armés avec les armes des pauvres. C'est-à-dire, c'était des serpes, c'était des haches, c'était des couteaux. Mais bon, c'est contre ces gens-là que les automitrailleuses et les bombardements aériens ont eu lieu. Voilà, peut-être. Alors, si la dernière chose, mais ça, c'est une citation que vous connaissez, le général Duval, qui a dit Je vous offre la paix pour 10 ans,
Et en l'occurrence, il a offert la paix pour 9 ans. Et donc, certains disent, et je crois que les historiens sont d'accord là-dessus, que la guerre d'Algérie, en réalité, a commencé le 8 mai 45. Hein, c'est ce qu'a dit à un moment Boumedienne, d'ailleurs, et ce qu'a dit surtout le grand Khattab Yassine. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez prendre la parole si vous le voulez. Que m'inscrire dans le prolongement de ce qu'a dit Alain Ruscio, euh, qui a bien résumé le contexte de cette répression coloniale. Euh, la difficulté, il y a fait allusion, lorsque l'on travaille sur cet épisode, c'est le fait qu'il y a eu effectivement des victimes civiles européennes. Et c'est par exemple une différence avec le 17 octobre 61. Hein, vous en parliez, c'était donc des manifestants qui avaient été sans armes, hein, fouillés par la Fédération de France du FLN. Ils n'avaient même pas un canif sur eux, mais ils ont été massacrés par la police française. Hein. 17 octobre et dans les jours qui ont suivi, etc. Il y a même, bon, enfin, je ne vais pas m'étendre sur le 17 octobre parce qu'il y a l'histoire des soi-disant retours dans leur douar d'origine, qui a fait l'objet d'une propagande officielle et qui est en fait une déportation dans des camps en Algérie, avec une mortalité élevée. Donc c'est pour ça qu'il est difficile de calculer le bilan humain du 17 octobre. Comme il est difficile de calculer le bilan humain de la répression de mai-juin 45. Parce que d'abord, c'est bien ça. Hein. C'est-à-dire, le 8 mai, il y a ces manifestations pour la libération de la France, enfin la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, commémorée capitulation allemande, 8 mai 45. Donc il y a des défilés à Sétif, à Guelma et dans d'autres villes, hein, d'Algérie, dans toutes les villes d'Algérie. Donc au Monument aux Morts, etc., auxquels se joignent, parfois sans incident, des cortèges d'Algériens qui parfois arborent des scouts musulmans qui sortent le drapeau sans que ça donne cette répression qui s'est déroulée à Sétif. Hein. Bon, alors, ça, et la répression, elle a duré. Alors, le nombre de morts de cette répression est difficile à établir. Euh, il est sûr qu'il y a eu, parce qu'ils sont répertoriés, nommés, leur liste a été publiée, il y a eu des victimes européennes. Je crois que c'est 101, 102, 102, d'après ce que 102, voilà, bon. Mais on connaît leur nom, on connaît leur date de naissance, là où ils résidaient, etc. Bon, elles sont parfaitement identifiées. Mais c'est une tradition de la période coloniale de donner des noms aux Français, aux colons, aux militaires français ou n'importe quoi. Mais les indigènes, ils n'ont pas de nom. Hein. On en donne éventuellement un nombre approximatif. Il y a une collègue à nous qui fait un travail sur le monument de la mission Marchand qui se trouve en face du palais de la Porte Dorée, euh, euh, devenu musée d'histoire de l'immigration. Et il y a les noms des Européens, des officiers ou sous-officiers européens, et le nombre des tirailleurs. Alors, sans parler des porteurs et tout ça, ceux-là, c'est même pas la peine de réfléchir à chercher leur nom. Ils n'ont pas de nom. Les indigènes n'ont pas de nom. Les cartes postales qui représentaient les types d'indigènes et qui avaient pas mal de succès à l'époque, on en retrouve dans des brocantes et autres, eh bien, elles disent euh, euh, indigène de tel endroit, quoi. Quand il y a une légende, c'est seulement une localisation. Bon, telle tribu, telle peuplade, parfois plus ou moins inventée. Euh, En tout cas, on ne sait pas combien il y a eu de victimes dans cette répression qui commence à Sétif, mais qui, chronologiquement, bon, il y a eu ça, Al-Bouzid, tué par un policier, et quelques autres. Et après, la foule
déferlent dans les rues de Sétif, y compris des gens qui étaient venus pour le marché, etc. Et il y a des marchands de fleurs sur le marché, il y a des gens qui ne sont pas armés, qui sont là, qui sont européens et qui sont massacrés. Bon, donc c'est une des difficultés parce que pour la presse de l'époque, la presse coloniale, de victimes de Sétif 45, hein, il n'y a que les Européens, parce que c'est eux qui avaient leur nom, leurs photos dans le journal. Et les autres, on n'en parle pas. Alors, il y a eu ces 102 morts européens, il y a eu aussi une propagation de la révolte des Algériens de la région dans tout le secteur autour de Sétif. Il y a un collègue journaliste que je connais depuis des années, qu'on a encore fait venir au Centre culturel algérien au 8 mai dernier pour faire avec un autre historien algérien euh, un- une intervention quoi, sur le 8 mai 45 au CCA. Et il s'appelle Kamel Benyaïch. Il était journaliste, un ancien prof de français de Sétif. Et il a ensuite été une seconde partie de sa carrière journaliste au quotidien El Watan. Et il l'a quitté récemment dans la condition un peu dramatique de la presse algérienne, reprise en main, et il pense pique-pendre de l'évolution des choses. Mais ça, je referme la parenthèse. Je ne veux pas lui causer des ennuis, répétez pas ça, mais il le pense fermement, que ça va très mal en Algérie. Mais c'est un autre sujet. Alors Kamel Benyaïch, il a été journaliste pendant quelque chose comme 15 ans, 20 ans, pour le quotidien El Watan. Et il était envoyé faire des reportages dans toute la région, couvrir une fête, un match de foot ou je ne sais quoi. Et partout, il avait cette préoccupation de trouver des éléments sur ce qui s'est passé dans les différentes communes. Et il s'est aperçu, et on le sait par ses travaux et d'autres, qu'il n'y a pas eu seulement Sétif, Guelmar, Herata, il y a eu tous les bleds du coin, tous les villages et toutes les localités du coin qui ont connu des formes d'insurrection, parfois violentes anti-européennes, parfois on s'en est pris à un bureau de poste où résidait un couple d'Européens. Alors était-il particulièrement colonialiste ou pas? Il faudrait voir au cas par cas. Mais enfin, dans son bouquin, Sétif, la fosse commune, massacre du 8 mai 45, il publie la carte du coin avec ce qui s'est passé à Moucha, à Inabessa, à Inroa, etc. Toutes les localités du coin, avec parfois des victimes européennes, parfois, il le note aussi dans son ouvrage, c'est intéressant, parfois, lors de la répression contre les Algériens, des Européens et parfois des Juifs d'Algérie, hein, qui était un peu une catégorie à part dans la période coloniale, par la colonisation, traités à part par la colonisation, euh, eh bien, ont protégé. Il raconte un tel, il a recueilli le témoignage d'un tel à qui un coiffeur juif dit rentre ici tout de suite et mets-toi dans l'arrière-salle et attends que ça se passe. Bon, donc il y a eu différentes choses, mais il y a une période mai jusqu'à la mi-juin qui est extrême, où il y a beaucoup de violence et beaucoup de morts. Alors combien au total? Alors on est un peu à coup de louche parce que Kamel, il fait des listes par village, mais moi je lui ai dit, essaye de faire un dénombrement complet, comme Jean-Luc Einaudi avait essayé de faire sur le 17 octobre, avec du mal, parce que ses premières listes, elles étaient fautives, si je puis dire. Il y avait des noms qui étaient en double, en triple, et il y avait des erreurs. Mais essaye. Bon, mais c'est un travail considérable. Et pour lancer un chiffre sur tel ou tel massacre, il faut commencer à mettre des noms, des lieux et les additionner. Il ne faut pas commencer par lancer un chiffre. Alors, en Algérie a été lancé le chiffre de 45 000 morts. On ne sait pas trop pourquoi. 1945, 45 000, pourquoi pas. C'est peut-être une association d'idées qui s'est produite dans l'esprit de quelques-uns. Et une fois que quelqu'un l'a lancé, euh, tout le monde dit,
vous n'allez pas minimiser le massacre. Vous n'allez pas dire il y en avait que 40 000 ou que 30 000 ou que 15 000, etc. Donc en Algérie, c'est encore un sujet très difficile à aborder. Nos collègues algériens, on en discute avec eux librement. Et quand j'ai publié un bouquin avec un collègue et ami algérien qu'on a encore rencontré à Oran avec Alain en 22, il y a 2 ans, euh, Hassan Remaoun, ben, on dit c'est peut-être de l'ordre de 15 000, mais c'est à coup de louche. C'est vraiment au doigt mouillé, comme on dit. Donc, ce qui est 5 000, moi, je ne le reprendrai pas plus que 45 000. Parce que c'est un phénomène qui se déroule sur un mois et demi et qui n'est arrêté. Alors, on ne va pas rentrer dans ces détails. Enfin, c'est des détails, mais peut-être que ça peut intéresser un travail sur la question. Il y a eu une mission qui a été demandée par Châtaigneau et par euh, aussi des autorités dans le gouvernement provisoire, parce qu'ils ont vite appris que cette milice dont tu as parlé, elle fait du tir au pigeon sur les Arabes, en gros. Hein, et certains s'en vantent et les comptent, le nombre de morts qu'ils ont tirés comme ça au hasard. Bon, alors, euh, aussi euh, coupable, si je puis dire, d'avoir laissé faire les choses, qu'était le gouvernement provisoire de l'époque et les autorités préfectorales de l'Algérie de l'époque, euh, ils étaient désireux quand même, ça suffit comme ça, on ne va pas tuer, on ne va pas valider un massacre qui se poursuit. Et alors est décidée une mission, la mission Tubert. Paul Tubert, c'était un général de gendarmerie favorable, non pas pétainiste, mais pro-résistance, Il quoi. était apparenté communiste. Et il a été apparenté communiste et il a été choisi pour faire une mission jusqu'à Sétif. Et en gros, semble-t-il, hein, euh, c'est du moins mon hypothèse fondée sur tel ou tel truc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Yves Châtaigneau, le gouverneur général de l'Algérie, hein, euh, soutient ce truc-là, cette mission. Alors, et au bout d'un moment, ils disent stop, ça va, vous revenez. Et c'est là où Tubert dit je rends quand même mon rapport. Et dans son rapport, il y a des trucs qui sont très lourds sur ces milices européennes dont Alain Monsieur vous a parlé. Donc, euh, voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est un massacre colonial, bon, c'est sûr, mais c'est dans un contexte qui est celui de l'Algérie de l'époque, qui est un peu complexe quand même, complexifié par le fait qu'il y a les amis du manifeste et de la liberté, le retournement de Ferhat Abbas, ce fameux pharmacien de Sétif, eh ben, avant 1940, il dit l'Algérie indépendante, j'y crois pas, la France est plus forte que nous, on n'y arrivera jamais. Il ne rejoint pas le mouvement indépendantiste de l'époque, qui était l'étoile nord-africaine devenue le PPA, etc., le MTLD. Donc il ne rejoint pas. Mais en 1942-1943, il y a le débarquement des Alliés au Maroc et dans l'Ouest algérien qui provoque plein de morts. Hein. Il y a un cimetière au-dessus d'Oran avec plein de croix, parce que c'est les, c'est les combats des vichistes qui tenaient l'Algérie contre les alliés anti-nazis, hein, américains, anglais et français, surtout américains-anglais. Bon, en tout cas, euh, euh, c'est un contexte qui est compliqué, quoi. Et il y a donc euh, parmi les Européens, y compris des gens qui disent il faut, notamment les communistes algériens, parmi les communistes algériens, beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux vont dire il faut quand même négocier, on ne va pas encourager la répression. Et puis il y en a d'autres qui disent réprimons, réprimons, c'est des salauds, c'est des assassins, c'est des terroristes. Je ne ferai pas de parallèle avec le 7 octobre
euh, 23, bien loin de là, mais il y a des éléments quoi, de comparaison ou d'analogie avec un mouvement où on tue des civils, donc c'est un crime de guerre, civil européen, et puis ensuite une vaste répression terrible, disproportionnée contre les Algériens du coin, qui fait, à mon avis, plusieurs dizaines de milliers, peut-être seulement 15 000, peut-être seulement 25 000, j'en sais rien. Il faudrait les dénombrer tous, les nommer tous pour arriver à un dénombrement. Et chaque fois que des chiffres sont lancés, il y a des erreurs. Il y a encore au Mont Valérien une plaque posée en 60 ou 61 disant ici 4 résistants ont été fusillés, hein, à Suresnes au Mont Valérien. Depuis, des historiens ont bossé sur le, sur le phénomène des fusillades, notamment à cet endroit qui était un endroit privilégié, il n'était pas le seul. Mais bon. Et ils les ont tous dénombrés, il y a un tel, il y a un tel, ils en retrouvent, et ils ont dit, il y en a 1000, 10, 12 ou quelque chose comme ça, ils en trouvent d'autres. Il y a un dictionnaire des fusillés de l'époque qu'ils ont fait. Voilà. Et donc, c'est pas 5000, c'est n'importe quoi qui a été lancé à la Libération, c'est 1012 plus ceux qu'on va retrouver encore, etc. Donc c'est un phénomène général de lancer des chiffres au lieu de dénombrer des individus et des victimes. Et voilà où on en est. Alors prudence, à mon avis, sur le nombre des victimes. Ah, Bonjour Elsa Fossillon, députée communiste des Hauts-de-Seine. Je tiens à m'excuser. J'étais avec des personnes sous main de justice et je ne pouvais pas les quitter comme ça. Alors, moi, je vais poser mes questions parce que comme ça, parce que comme je dois partir vite, et j'ai une question qui est pour moi très importante. Il y a des témoins de ces massacres, de cette époque, des témoins algériens, qui sont encore vivants et qui sont âgés. Euh, Moi on va dire, qui suis très curieuse intellectuellement, et je l'ai toujours été, même petite, j'ai posé beaucoup de questions sur la colonie, sur la guerre d'indépendance, sur les massacres du 8 mai 45. Donc j'ai des sons de cloche de personnes qui sont encore vivantes. Comment fait-on aujourd'hui euh, pour garder cette mémoire vivante qui va bientôt mourir? Comment fait-on aujourd'hui? Je vais vous donner un exemple. Moi, ce que j'entends de la part... Alors moi, j'ai un papa qui est né en 1900. Il est décédé aujourd'hui, mais j'ai eu le temps de lui poser beaucoup de questions. Donc en 45, c'est un homme adulte. Euh, Ce qu'il me dit l'année 1945, pour nous, c'est le début de l'insurrection. C'est-à-dire que certains Algériens ont vécu la répression comme injustifiée, comme violente et injustifiée. Et donc, ça a donné des envies d'indépendance pour beaucoup d'Algériens à ce moment-là et pas avant. Et donc, les 10 années qui suivent, ça a été le temps de se structurer. Et dans les villages kabyles, ils sont beaucoup structurés. Et le leitmotiv quotidien entre 45 et 54, c'était comment on s'organise. Comment on s'organise, et puis ils sont organisés comme ils pouvaient. Aujourd'hui, vous, votre regard d'historien, enfin, quel est-il? Et comment aussi avoir une vérité algérienne, mais aussi une vérité française, c'est-à-dire des vrais chiffres des autorités françaises de l'époque qui ont quand même... alors on a les noms des personnes, des civils décédés européens, ça je l'entends, mais on peut aussi dénombrer. Je sais bien que quand on enterre des gens, c'est dans les fosses communes, mais on sait combien on en enterre quand même. À la louche, on sait si c'est 3 ou si c'est 25 ou 100. Ben, je ne sais pas, je l'espère. Et puis j'ai une deuxième question pour Monsieur Manseron. Vous avez parlé du 17 octobre 61 et vous avez dit qu'il y avait des camps. Donc si j'ai bien compris, parce que moi, pour moi, le 17 octobre, c'est la manifestation et on a réprimé les Algériens et on les a
soit jetés dans la Seine, soit mis dans des gymnases qui étaient prévus à cet effet, etc. Soit tués sur place. Il y a eu Euh, aussi une fosse au cimetière de Thiers, dans le Et Val-de-Marne. une fosse, oui, tout à fait. Alors, moi, je me suis intéressée à la question parce que je suis députée de Villemomble, et donc c'était l'époque de Pandro, et donc c'est bien lui, le commanditaire, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Donc, mais j'ai jamais entendu qu'il y avait des camps de réfugiés. Donc, ils ont été envoyés en Algérie. Voilà. Donc, c'est une question de précision, si vous pouvez. J'ai publié un bouquin qui porte le titre Le 17 octobre des Algériens aux éditions La Découverte en 2022. Et il s'agit d'un livre qui avait été écrit par deux personnes que j'ai connues par la suite, euh, enfin, euh, et Marcel et Paulette Péju, qui étaient des journalistes à l'époque et qui étaient en contact avec des Algériens de la Fédération de France et qui ont tout de suite rassemblé des éléments et préparé une publication qui devait se faire aux éditions Maspero à l'été 62, qui aurait contribué à faire connaître le 17 octobre 61. Mais on leur a dit non, non, non. Alors, du côté du pouvoir français, qui a maintenu le silence sur cet événement pendant encore 20 ans, 30, presque 30 ans, Debré, etc., Papon qui a raconté les mêmes bêtises, les mêmes mensonges, mais le nouveau gouvernement algérien aussi. C'est-à-dire, le gouvernement Ben Bella, en gros, dit à Marcel Péjus, non, 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 c'est la Fédération de France. Comme la Fédération de France, à l'été 62, où il y a eu une mini-guerre civile aussi, au sortir de la guerre d'indépendance algérienne, ils se sont déterminés en disant, parce qu'il y a eu deux camps en Algérie hein, à l'été 62. Il y avait Ben Reda, Krim Belkacem d'un côté, et puis de l'autre côté, il y avait l'armée des frontières avec Ouagli Boumedienne et Ben Bella qui l'avait rejoint. Et les premiers proclament la République algérienne, et les autres arrivent une semaine plus tard et disent du balai, et ils se battent entre wilayas, etc. Bon, alors pour ce qui est des gens en France, la majorité d'entre eux disent on n'a pas fait 7 ans de guerre pour qu'on ait l'armée au pouvoir dans notre pays. Et alors, ils sont devenus des opposants aux autorités algériennes. On pourrait citer Rababitat, euh, euh, celui qui s'est fait assassiner après, quand on a fait appel à lui comme président, Mohamed Boudiaf, etc. Et donc, ils étaient opposants ou marginaux, ou ils ont été ailleurs, essayer de faire de survivre à cette situation, mais contre ce pouvoir militaire, où Ben Bella était d'abord la couverture de l'armée des frontières, puis ensuite déposé par l'armée des frontières en juin 1965. Bon, je m'excuse du détour, mais euh, il a demandé, Ben Bella, le gouvernement à l'été 62, non, non, on ne parle pas du 17 octobre 61 parce que c'est la Fédération de France du FLN, et la Fédération de France, c'est des gens, c'est des berbéristes, c'est des gens qui ne sont pas en odeur de sainteté dans la ligne du nouveau pouvoir. Voilà, donc ça renvoie à ça. Alors, ça ne fait pas plaisir à certains collègues, amis, journalistes algériens quand je sors ça, ou bien évidemment aux autorités consulaires, etc. Mais bon, nous, on peut se le dire dans le cadre d'une commission comme la vôtre, enfin un travail comme le vôtre, ça fait partie de l'histoire. Bon, alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu, ou, sans trop de digression, à la question que vous posiez sur le 17 octobre 61. Oui, donc euh, à propos du nombre de morts, euh, effectivement, j'ai retrouvé la source. J'ai pas lu toutes mes notes, mais encore une fois, je pourrais vous les envoyer. Le premier chiffre un petit peu surévalué qui est apparu la bouche d'un responsable, d'un représentant du consulat américain à Alger, qui avait participé à une réunion d'Alger républicain
dès le 3 juin, vous voyez, très, très vite, et il cite le chiffre de 30 à 35 000 victimes. Alors, n'ayons pas d'illusions ici sur la capacité américaine de tout faire pour mettre des bâtons dans les roues du colonialisme français. C'est une chose qui est bien connue, qui a été reproduite ensuite dans les protectorats et en Indochine. Mais en tout cas, bon, il lance ce chiffre. Il a été repris, bien sûr, et un petit peu amplifié même par le mouvement national algérien pour des raisons évidentes de propagande et dans les conditions de la résistance. Je dirais, tout est permis. Les historiens peuvent se permettre ensuite de rectifier, mais en tout cas dans les conditions de la résistance. Alors, j'ai retrouvé les chiffres donnés par des collègues éminents, Charles Robert Ageron, que chacun, pour qui on a tous une pensée ici et un respect, Gilbert Meignet, qui parle de 5 à 6 000 morts. Donc tout ça, je vous donnerai toutes ces notes. Roger Vétillard propose 5 à 10 000 morts. Jean-Louis Planche entre 3 et 4 000 morts. Et Jean-Charles Geoffrey a, lui, recensé dans les archives de l'armée 2628 victimes. Mais ce sont les victimes par l'armée. Et ajoutons sans doute beaucoup de victimes par les milices des colons, et des fusillés sans aucun procès, etc., ou tirés comme des lapins. Il y a pas d'autre expression. Euh, Maintenant, pour répondre à votre première question sur le contexte, euh, le contexte, il est effectivement, s'il y a répression, c'est qu'il y a insurrection, ou qu'il y a protestation en tout cas. Or, effectivement, j'ai commencé par ça tout à l'heure, la résistance française n'a rien compris à la décolonisation qui se présentait à l'horizon. Regardez, avec tout le respect qu'on doit aux Jours Heureux, hein, le fameux programme du CNR auquel on est tous si attachés, euh, dans les Jours Heureux, il y a deux lignes sur les questions coloniales. Il y a deux lignes: amélioration de la situation sociale décolonisée et octroi de quelques droits démocratiques. Point à la ligne. Euh, et donc, voilà, c'est cet état d'esprit. Et j'ai eu la chance de rencontrer très souvent, grâce au Vietnam, Raymond Aubrac. Bon, la sommité peut-être, la grande voix de la résistance, une des grandes voix de la résistance. Et Aubrac me disait, ça nous échappait complètement. On n'y pensait pas. Même après la libération, alors pendant l'occupation, bien sûr, mais même après la libération, on n'y pensait pas. Et donc, il va y avoir effectivement cette explosion. La décennie qui suit la libération de la France est une décennie où tout explose. Tout explose. J'ai cité tout à l'heure, bon, on a parlé de Sétif, j'ai cité le Vietnam, la guerre du Vietnam commence en 46, fin 46, Madagascar. Il va y avoir, on oublie toujours également la violence qui a répondu aux aspirations nationales au Maroc et en Tunisie. Par rapport à la guerre d'Algérie, on dit toujours c'est minime. Oui, mais les massacres du Cap Bon en 1952, où le général Duval, le même d'ailleurs, a dit que le viol des femmes était, ou le viol tout court d'ailleurs, était une tradition de la Légion. Il avait dit ça avec un grand sourire. Voilà, toutes ces choses-là, les massacres des guerrières centrales à Casablanca en 52 également. Donc tout ça, tout ça. Et puis la force, l'importance de la guerre d'Indochine dans la maturation de l'aspiration à l'insurrection nationale. Dien Bien Phu, c'est 7 mai 54, l'insurrection, c'est le 1er novembre 54, il n'y a aucune coïncidence dans ce domaine. Et donc, il y avait cette aspiration, et on sait aujourd'hui qu'à l'intérieur du FLN, justement, enfin, non, à l'intérieur du PPA, justement, au moment où la décision de passer à la lutte armée s'esquissait, eh bien, c'est là au moment où Bessaliage a refusé, il y a eu la sinistre et la terrible rupture après. Eh bien, on sait que parmi les partisans de l'insurrection, certains ont dit, mais les Vietnamiens viennent de mettre la pâtée aux Français. Et c'était vrai, l'armée française avait subi un revers majeur. Eh bien, il faut qu'on passe nous aussi à l'acte. Mais il n'y a aucune comparaison n'est pas raison. Mais enfin, malgré tout, il y avait cette chose-là. Autre aspect, les Maghrébins, et en particulier les Algériens qui étaient dans l'armée française en Indochine, qui ont été l'objet d'une propagande particulièrement bien ciblée de la part non seulement des Vietnamiens, mais même de Maghrébins, en l'occurrence surtout de Marocains, qui avaient rejoint le Viet Minh, enfin avaient rejoint l'état-major de Giap et qui faisaient de la propagande vers ces gens-là. On ne sait pas assez, par exemple, que dans la guerre d'Indochine, il y a eu 100 000 morts à la louche dans l'armée française, 92 000 pour être précis.
euh, 80% d'entre eux n'étaient pas des Français. C'était des colonisés ou des légionnaires. 20% seulement, enfin seulement c'est terrible. Mais, euh, donc voilà, je pense qu'il y avait vraiment un phénomène généralisé, y compris en Afrique subsaharienne. La fondation du Rassemblement démocratique africain, qui a été une explosion. C'était la première fois que les Africains noirs s'exprimaient au sein de partis politiques. Donc tout ça explique ce que j'ai appelé la maturation du mouvement national algérien et le passage à l'acte. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Moi, je pense que il y a une chose que Fatia a dit et qui, moi, me semble extrêmement importante, c'est la question du recueil des témoignages de ceux qui sont les derniers, voilà, les derniers survivants et qui sont encore des témoins vivants de cette histoire et de la manière dont on peut effectivement les retranscrire, les retrouver quelque part et comment est-ce qu'on pourrait faire, en tout cas si on arrive à avoir, parce qu'on a prévu de partir en Algérie justement dans quelques mois pour aller rencontrer aussi des interlocuteurs de l'autre côté. Enfin, si on y arrive, si on a... Bah écoutez, si, bah, on regardera à l'occasion. Ça pourrait être très intéressant, effectivement, qu'on puisse se rendre ensemble sur place. Moi, j'ai une peut-être question, mais après... Oui, Trois films sur le 45. oui. Celui de Yassine Arati, je sais pas, les noms ne reviennent pas instantanément. C'est film de femme, d'ailleurs. Mais il y en a eu trois qui ont été faits. Oui. Oui, pas de souci. Mais ça aussi, je pense que de toute manière, la question des films, d'ailleurs, est très intéressante dans la manière dont on véhicule aussi une partie de l'histoire. Euh, Moi, j'ai une question, mais après, c'est peut-être parce qu'aussi on en a beaucoup parlé, c'est au moment de la manifestation, cette fameuse marche du 8 mai 45 dans la rue principale de Sétif, moi j'ai eu l'occasion de la faire en 2016, effectivement, où c'est très impressionnant, puisque, y compris, il y a les scouts. Enfin, il y a vraiment, on refait la marche dans son intégralité avec les jeunes scouts pour cette commémoration. Mais moi, ce que je trouve surprenant, y compris dans le rôle de Gaulle, c'est que de ce que j'ai compris, y compris des discussions familiales, puisqu'il y en a eu quelques-unes quand même, c'est que De Gaulle avait laissé entendre la possibilité pour les Algériens d'aller vers une indépendance, en tout cas d'ouvrir la question de l'indépendance. C'est des choses, en tout cas, c'est des choses qui ont beaucoup été transmises en réalité et qui laissaient justement cette idée que, eh bien, ils avaient assez attendu et qu'au moment où la France fêtait la libération du joug des nazis, c'était le moment venu aussi pour l'Algérie de retrouver son indépendance. Bon, ça, première question, parce que c'est quelque chose qui est vraiment du côté algérien en tout cas, c'est quelque chose qui ressort beaucoup et que pour eux, cette marche a été légitime, y compris d'ailleurs avec ce drapeau qui était un symbole justement de l'indépendance de l'Algérie. Ensuite, sur la responsabilité, la chaîne de responsabilité, à votre connaissance, est-ce que c'est vraiment localement que la décision est prise de tirer sur la foule ou est-ce que les ordres viennent de plus haut, c'est-à-dire à ce moment-là, comment se fait la prise de décision pour le premier coup de feu qui engage ensuite le reste de la répression qui a lieu pendant plusieurs semaines dans cette zone de l'Algérie. Et peut-être dernière question, parce moi sur le 17 octobre, on avait eu accès à quelques archives. Est-ce que sur le 8 mai 45, on a une accessibilité, une facilité d'accéder aux archives pour pouvoir justement regarder ce qui est recensé ou pas? Je pense notamment à Kharata, parce qu'on en a très peu parlé, mais là-bas, c'était pas forcément des tirs. On a énormément jeté des gens des falaises. Est-ce qu'on peut retrouver justement, ce qu'il y a des éléments historiques sur lesquels on peut s'appuyer pour justement ce travail, puisqu'on parle beaucoup de la question du nombre de victimes, ça en fait partie, puisque tout le monde, enfin, les massacres n'ont pas du tout été faits de la même manière en fonction du territoire où on se situe. Je- Pardon. Alors sur De Gaulle, c'est une légende absolue. De Gaulle avait une formation d'homme de son temps, hein, qui était, et plus précisément, d'homme des milieux conservateurs, donc très attaché aux questions coloniales. Euh, Rappelez-vous, enfin, on a tous ça en tête, le fameux appel du 18 juin 40. Lorsque De Gaulle dit la France a perdu une bataille, n'a pas perdu la guerre, il donne deux arguments. La France a des alliés, à l'époque, il y a des guerres que l'Angleterre d'ailleurs, et la France a un empire. L'empire français, c'est un levier de la résistance, et la résistance, la première résistance armée, elle est née au Tchad.
elle est née par le gouverneur Eboué que Leclerc a ensuite rejoint, le serment de Coufra, etc. Donc l'Empire est une partie constitutive de, de la France. Il y a une légende absolue, y compris le- la conférence de Brazzaville de décembre 1944, où on prétend que c'est une conférence, et il y a même eu un colloque de l'Institut Charles de Gaulle là-dessus qui était ahistorique, euh, disant que de Gaulle a été un précurseur, a été un clairvoyant, etc. Non. La conférence de Brazzaville, c'est une conférence anti-indépendantiste. D'abord, il n'y a pas un seul Africain. Il y a que des délégués blancs, entre guillemets, et il y a un noir, entre guillemets, c'est le gouverneur Eboué, qui est gaulliste et qui est guyanais. Donc c'est le contraire, amélioration, c'est un petit peu ce que les marxistes appellent le réformisme pour éviter la révolution, pour aller vite. Mais bon, on est en famille, si on peut le dire. Euh, oui, bah, le réformisme colonial, c'est ça, c'est essayer d'attribuer un certain nombre de droits et éroder un petit peu le racisme ambiant pour mieux préserver le système. De Gaulle, la conférence de Brazzaville, c'est ça. Et toute sa vie, De Gaulle, jusqu'à septembre 61, qui est le fameux discours où il parle de l'autodétermination. Mais quand il arrive au pouvoir en 58, c'est évidemment pour garder l'Algérie française modernisée, réformée, avec des droits pour les coloniser, enfin pour les indigènes, mais garder l'Algérie dans la, alors maintenant, votre autre question sur le premier coup de feu, c'est manifestement un problème d'autorité, quoi. Le commissaire en question veut montrer sa force et voyant que que Saad, Bouzid Saad, pour être plus précis, a refusé, eh ben, il l'a tué pour montrer, pensant que la foule allait se disperser. Donc à partir de là, bon, les ordres étatiques sont venus après. Parce que à l'Élysée ou à Matignon, je ne sais plus où était De Gaulle, ils ont su qu'il y avait effectivement des Européens qui avaient été tués, et ils n'ont su que ça dans un premier temps, d'où l'ordre de la répression. Mais dès que les ministres ont su qu'il y avait également des massacres d'Algériens, mais ils ne les ont pas arrêtés, ils les ont encouragés. Et donc, ils ont même envoyé l'armée. On a même bombardé dans la baie de Béjaïa. On a même bombardé enfin, les insurgés, les Algériens qui étaient sur place. L'aviation a bombardé, j'avais les chiffres. La marine, oui, bien sûr. La Romanche, c'était la Romanche. Non. Merci. Ouais. Alors, juste entièrement d'accord avec tes remarques, mais il y a des questions qui sont à creuser et qui peuvent faire débat, hein. Parce que De Gaulle, euh, il n'a pas une opinion très favorable des Européens d'Algérie et il a déjà en 43, quand il premier séjour, je n'ai pas la date précise en tête, enfin, il s'en méfie, hein, alors que Giraud est plus proche. Bon, Mais on ne ils va pas étaient rentrer tous dans les vichistes, détails. hein. Oui, c'est ça. Ils étaient tous vichistes et ils s'en méfient. Donc, voilà. Et alors, c'est vrai ce que tu as dit sur la conférence de Brazzaville, mais il y a en même temps un réformisme de l'empire colonial dont les frontières avec un processus de décolonisation n'est pas toujours très évidente, hein. Et De Gaulle, c'est septembre 59, quand il commence à parler d'autodétermination, et ça aboutit bien sûr aux accords d'Évian, mais il tourne kazakh, si je puis dire, alors que dans la guerre du Vietnam, il prend le parti de Thierry d'Argentlieu, l'amiral, contre Jean Saint-Denis, qui est aussi gaulliste que, enfin, il est même plus. Voilà. Donc, c'est compliqué, parce que la France libre, je suis d'accord avec toi, la France libre et la résistance française ne voient pas le droit des colonisés à faire la même chose que nous, Français, dans la résistance pour son pays, mais il y en a quelques-uns qui le disent quand même oublié depuis. Et c'est le cas de la philosophe Simone Veil. Alors, ce n'est pas du tout la ministre bien homonyme, voilà, mais elle meurt en 43, donc fin 43, quelque chose comme ça. Mais elle écrit des livres, des articles, des textes en disant ils ont autant le droit
que nous de résister. Mais elle est Bon, gaulliste. non, mais elle est à Londres. Elle est dans la France libre. Elle est dans la France libre. Et je pense à un autre, André Philippe, euh, qui, pareil, dit ils ont le droit. Il est anticolonialiste, si je puis dire. Donc il y a des minoritaires anticolonialistes au sein de la France libre et probablement de la résistance intérieure. Bon, enfin, c'est un débat d'historiens. Non, 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 mais Euh, mais ça complexifie un peu l'affaire. Je répondrai sur les archives avec juste une phrase sur les troupes noires. On sort d'une initiative autour de Tiaroy, massacre colonial, taratata. Et on va continuer à bosser sur le sujet, hein, en lien avec les nouvelles autorités du Sénégal, etc., etc. Bon, mais les tirailleurs africains, dits sénégalais, ils jouent un rôle dans la répression de Sétif. Et je ne sais pas si la mémoire orale vous a été transmise, les habitants de cette région de Sétif les considéraient comme les plus barbares et les plus violents. Il valait mieux que ce soit des Français ou des légionnaires allemands que des Noirs. Et pareil à Madagascar, hein. Voilà, donc c'est compliqué, quoi. Donc les tirailleurs voilà, ont joué un rôle aussi dans la conquête coloniale et dans la répression, mais c'était l'initiative des Français qui les commandait, hein. Mais enfin, c'est un fait. Alors, je réponds très brièvement à la question des archives. Oui, il y a des archives. Mon collègue euh, de Sétif a repéré des cotes et il m'a dit, est-ce que tu pourrais pas aller chercher aux archives au SHD, etc., telle et telle cote. Bon, je lui ai dit, oui, j'essaierai. SHD, c'est le château de Vincennes. Oui. Mais en fait, je n'ai pas pu lui faire ces recherches qu'il aurait. Bon, voilà, mais c'est vrai que il y a des choses qui existent, il y a des codes qui semblent témoigner de choses voilà, avec des problèmes de communicabilité, soit officiellement, soit officieusement bloqués, hein. Je prends l'exemple du rapport Tuber, hein, donc qui est finalement envoyé parce qu'il dit, on me dit de revenir, de ne pas aller jusqu'à Galma, mais je fais quand même un rapport. Il le rend. Et il a très peu circulé et euh, il se trouve que la contemporaine, ben, dans votre circonscription à Nanterre, l'ex-BDIC, euh, en avait un exemplaire. Alors je demande aux archivistes de la contemporaine, est-ce que je ne peux pas en avoir connaissance? Alors ils me disent, théoriquement, non, je n'ai pas le droit de te le passer. Mais écoute, la photocopieuse est là, je regarde ailleurs, et voilà. Donc ça, c'est une archiviste citoyenne que je pourrais nommer éventuellement, mais qui était responsable du service des archives de ce qui est maintenant la contemporaine. Donc, et dans l'armée, ça dépend. On s'est rendu compte que quand le général André Bach a été nommé à la tête du SHD, il a dit, sur la guerre de 14, hein, il s'agissait de la guerre de 14, euh, les tribunaux militaires de la guerre, les fusillés pour l'exemple, taratata, allez voir à la cave. Et ils ont monté des registres poussiéreux. Il y avait à l'époque des appelés qui faisaient leur service, etc. Il a tout organisé et on ne l'a pas interdit. Sur la garde 14, je l'ai fréquenté pas mal sur ce sujet-là, des fusillés pour l'exemple de la guerre de 14. Et quand je lui demandais, et alors, la guerre d'Algérie? Alors il commençait une phrase, il me disait, non, non, là-dessus, je dis rien. Voilà, donc il y a encore des blocages internes à l'institution militaire et il y a encore des obstacles explicites. On a mené une bataille contre un arrêté interministériel, je vous passe les détails, dans la période 19-21, qu'on a fait lever par le Conseil d'État, mais indépendamment des interdits légaux, il y a aussi des habitus. Non, 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 celle-là, elle va nous sortir. Non, on ne la connaît pas bien, cette chercheuse, elle doit être islamo-gauchiste. On la met ou wokiste. Donc voilà, il y a des pesanteurs de l'institution militaire. Alors on verra ce que fait la commission d'enquête parlementaire sur, sur Tiaroy, parce que ça serait très important, hein. Il y en a
pas eu sur tous ces massacres, tous ces phénomènes de torture et tout ça. Euh, Ça serait la première fois qu'il y a une commission d'enquête. Mais enfin, je ne sors pas du sujet. C'était notre réunion précédente. Et oui, Ben oui, ça n'y a personne. c'est le problème des... Ben oui, c'est clair, y compris socialistes, etc. Oups. Sur la commission Tubert, j'ai relu mes notes là. Le mandat du gouverneur Châtaigneau date du 24 mai. La commission part le 25 mai au matin. Elle poste, etc., etc., etc. Euh, Elle est rappelée le 26. Elle arrive le 25, elle est rappelée le 26. Le 27, elle a tout de même des entretiens à Constantine. Et le 28, elle est de retour à Alger. C'est-à-dire qu'elle a passé quelques heures seulement. euh, et donc, ça n'a pas empêché, comme l'a dit Gilles, effectivement, de rédiger un rapport, parce que bien sûr, il avait d'autres sources. Mais sur place, euh, euh, très, très peu de choses. Pour répondre à votre question les témoins survivants, bah, malheureusement, il y en a pas beaucoup. Dans le film de Mehdi Laoui, qu'il a fait il y a 15 ans maintenant peut-être. Oui, mais il a fait une nouvelle version. Oui, mais en tout cas la première version, Oui, il y a beaucoup de témoins qui étaient heureusement encore en vie et qu'il a des témoins qui ont dit plein de choses. Sur les archives, moi je suis un petit peu circonspect parce que les archives, bon, bah, a priori, alors il y a deux types d'archives. Il y a éventuellement les exactions des colons, mais ça, je sais, bah, peut-être y aurait-il des choses à Aix, je ne suis pas persuadé. Et puis il y a la répression, je dirais, entre guillemets, légale de l'armée ou de la gendarmerie qui effectivement peuvent être à Vincennes. Mais je suis un petit peu dubitatif parce que par expérience, lorsqu'il y avait véritablement des, des- des ordres de répression bestiale, inhumaine, il ne figurait jamais par écrit. Et donc, on peut avoir la religion des archives, mais comme dans toute religion, faut garder son esprit critique. Merci. Question un peu faussement naïve, mais quelle est l'intensité et la qualité de ce qui est transmis, notamment à l'éducation nationale, sur le 8 mai? J'ai bien dit faussement naïve. Deux, est-ce que c'est vous ou d'autres historiens que vous connaissez, est-ce que c'est des questions qui parfois viennent en débat à la DGESCO, c'est-à-dire à la direction des programmes de l'éducation nationale? Et trois, qui est une question peut-être du coup plus générale, qui a trait au travail d'historien dans ces cas-là, quand justement, même s'il y a beaucoup de travaux qui sont faits autour, mais que quelque part il n'y a pas eu un travail, je dirais, du pays qui est censé transmettre autour de cette question, qu'est-ce qui pourrait être enseigné malgré je dirais les manquements de la reconnaissance du travail des historiens sur la question? et les générations de manuels se sont succédées, hein. Elles durent à peu près 5 ans. Après, ils font un nouveau manuel, les éditeurs. Et alors, ça rentre, hein, dans beaucoup de manuels. Mais est-ce que les profs qui ont le manuel sur la table euh, attirent l'attention? Parce que le manuel, il peut rester dans le fond du cartable ou à la maison. Bon, alors c'est compliqué. Disons qu'il y a quand même une timidité française à faire la lumière sur ces événements, sur ces faits. Et plus globalement.
Je dirais que c'est d'autant plus dommageable, d'abord pour la connaissance en général, mais également parce que, si je me souviens bien, Stora, pas dans son rapport, mais a dit à plusieurs reprises qu'il y a, je crois, 7 à 8 millions de Français qui ont un lien direct ou indirect à la vie de l'Algérie, pas seulement à la guerre d'Algérie. Bon, je ne te fais pas de dessin, vous connaissez la liste.